Nous allons pénétrer dans une cuve peut-être la plus célèbre, et pour cause. Dans le Serapeum, vous savez qu'il y a de nombreuses cuves, avec, sans coffre, etc., des couvercles qui ont bougé, mais il y a une cuve qui a été explosée à la dynamite dans les années 1850, peu après sa découverte par Auguste Mariette en 1852, 51, 52, peu importe. Cette cuve, elle a été explosée, elle était fermée, scellée, elle était vide. Cela prouve incontestablement, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais cela prouve incontestablement que l'utilisation faite de ces cuves n'était pas pour y entreposer des sarcophages ou des momies de taureaux sacrés. Car sinon, couvercle, boîte scellée, on aurait quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas le cas, donc les boîtes avaient leur utilité telle quelle, fermée et vide. D'ailleurs, on est déjà rentré dans ces cuves quelquefois avec les groupes, j'en ai même partagé des photos et des images sur la chaîne ou sur la page Facebook, mais aujourd'hui, on va toujours rentrer dans cette même cuve, que je vous présente un petit peu comme ça maintenant, avec la lampe torche pour que vous voyez, que vous vous immergiez un petit peu.
pas. Je vous emmène dans les méandres, le labyrinthe souterrain en dessous de la pyramide à degrés de Saqqara, la pyramide attribuée au pharaon Djoser. Je vous emmener dans la partie intérieure ouverte aujourd'hui au public, mais le clou du spectacle, ce sera vraiment la visite de l'intérieur des galeries qui sont fermées au public. La pyramide à degrés de Saqqara, eh bien, comme son nom l'indique, elle se trouve dans la ville de Saqqara. Nous avons d'ailleurs traversé cette petite ville relativement pauvre avant d'arriver au complexe funéraire de Saqqara. On y voit les Égyptiens du quotidien, ceux qui sont adorables, serviables, aimants, partageants, généreux et qui ne sont pas là pour considérer les Occidentaux tout simplement comme des pigeons applumés. Parler d'un labyrinthe qui fait 6 km au total, eh bien, les différentes galeries de ce labyrinthe mènent vers le coffre central de la pyramide à degrés. Ce coffre central, il est placé à 28 mètres de profondeur par rapport à la plateforme de laquelle nous pouvons l'observer. Actuellement, cette plateforme est effectivement ouverte au public et concernant ce coffre, il mesure 2,96 m de long sur 1,65 m pour une hauteur également de 1,65 m. Son ouverture était condamnée par une dalle de granit dont le poids est estimé à 3,5 tonnes. Cette plateforme sur laquelle nous nous trouvons, elle se situe au bout d'un long couloir. Après cette visite conventionnelle, eh bien, nous avons commencé notre entretien avec ce responsable de restauration de site qui nous a dessiné les couloirs que nous irons emprunter un petit peu plus tard. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette personne a passé 11 ans sur la restauration d'Abou Sir et surtout de la pyramide à degrés de Saqqara, donc il va sans dire qu'il connaissait sur le bout des doigts les moindres recoins de tous ces labyrinthes, et donc avec un papier, un crayon, il s'est mis tout de suite à dessiner sans hésitation, et c'était un moment absolument magique parce qu'il faudra encore un tout petit peu de patience et d'explications clés avant d'entrer, avant de passer de l'autre côté de cette grille qui renferme un monde merveilleux. Je vais à présent m'éclipser un tout petit moment pour vous laisser vous immerger dans les galeries fermées au public dans lesquelles nous avons eu l'autorisation de filmer, car nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer dans toutes les galeries. Et vous allez voir qu'en plus d'une expérience absolument inédite, il y a également un côté mystique et exigu dans ces souterrains qui ajoute, qui sublime cette expérience.
C'est le sourire aux lèvres et pétri de joie que nous repartons de Saqqara, certains d'avoir vécu une expérience inoubliable et unique, d'avoir partagé des moments rares avec un responsable de site. La Grande Pyramide et la tombe du pharaon à l'intérieur étaient le point de départ de 6 millions de tonnes de roches ont été taillées. Cette méthode est introduite par Jean-Pierre Houdin dans sa reconstitution du chantier de construction de la Grande Pyramide. Pour finir avec ce bloc de granit, un autre architecte a lui aussi son idée sur la question. Dans l'hypothèse de la serrure hydraulique présentée par M. Lheureux, une fois que la chambre du roi aurait été remplie d'eau, ce bloc serait repoussé par la pression exercée. Solution déjà abordée dans le deuxième épisode, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pour ces deux hypothèses, Scan Pyramide n'a pas détecté d'anomalie aux alentours de ces en granit, tout encastré dans les parois nord et sud de la chambre funéraire, dont l'ensemble pèse environ 400 tonnes. Situé à un tiers de la hauteur verticale de la Grande Pyramide, à 2 cm près, soit 48,84 m, ce qui a été pour des raisons à la fois structurelles et symboliques, mais aussi, et c'est le plus important, il est plat, ce qui est inhabituel si on compare à d'autres chambres dès l'accident, ce qui semble un mode de réparation bien illusoire, tellement que ces fissures sont apparues lors de la construction. On remarque aussi des traces rectangulaires sombres sur les poutres du plafond à espace.
La pyramide de Khéops, ou Grande Pyramide de Gizeh, est l'un des monuments de l'Antiquité les plus étudiés au monde. Pourtant, il renferme encore bien des mystères. La scène se rejouait chaque jour. Le dieu soleil et l'âme du roi disparaissaient sous l'horizon à l'ouest.
Avant même d'atteindre l'obélisque, ce site regorge déjà de marques de taille et de travail de la roche, ainsi que de nombreux puits qui sont peut-être encore plus compliqués à expliquer. Partout où nous allons, nous sommes frappés par l'omniprésence de ces traces, que certains peuvent appeler des traces de godet, et que certains attribuent à de la pierre ramollie, mais toujours est-il que ce sont là les traces de l'époque des bâtisseurs et de ceux qui ont taillé et qui avaient en projet d'ériger l'obélisque. Ce qu'il est très intéressant de constater est que les traces sont toujours les mêmes, presque standardisées, que l'on soit à la verticale ou à l'horizontale. Si travail 100% manuel il y a eu, ne devrions-nous pas avoir des traces d'outils différentes, dans la mesure où les positions des corps et des mains l'auraient été, suivant que l'on travaille le sol sous nos pieds ou que l'on travaille un mur en face de nous? Et que dire de ces puits? Leur largeur permet à peine qu'un homme s'y tienne debout. Alors il semble un petit peu difficile d'imaginer qu'on ait pu y accéder pour tailler le puits circulairement tel que les traces semblent l'indiquer. Que le travail ait été machiné, entre guillemets, c'est envisageable. Qu'il ait été manuel, ça l'est aussi. Mais 100% manuel, sans assistance ou sans aide technique, là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Car en effet, si, comme on le prétend, le travail était laborieux, abrasif et 100% manuel, suivant que l'on travaille assis, debout, voire couché, après tout pourquoi pas, et suivant que l'on travaille une surface tantôt plane, tantôt accidentée, horizontale ou verticale, alors forcément les positions et mouvements des outils seront amenés à différer, et donc amenés à laisser des traces différentes. Pourtant ces traces sont régulières, aux mêmes dimensions, et ce, qu'elles se trouvent sur le sol horizontal ou sur un mur par exemple. Ici, étant donné que nous ne sommes pas sur un site dédié à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, ces restes de larges excroissances sont relativement étranges, uniques sur le site et ne correspondent pas aux techniques habituellement considérées. Pourtant, il fait peu de doute qu'ils soient issus d'autre chose que les techniques d'extraction et de travail de la pierre. Alors finalement, Quesaco. 1168 tonnes. Possible, quoi. Sur l'obélisque, les traces sont toujours les mêmes. Et le recul entre l'obélisque et les parois, là où devaient se tenir les ouvriers, est trop faible pour travailler correctement. Ouais, ça fait une semaine que je suis sur celui-là. Dépêche-toi, il n'y a que 23 ans de règne. Il y a un autre souci posé par la topographie du site. Comment sortir l'obélisque? Admettons que l'obélisque soit terminé. Il faut encore dégager des centaines, voire milliers de mètres cubes de roches. Alors pourquoi ne pas avoir entamé la taille du mégalithe en bord du substrat rocheux, plutôt que d'avoir une telle contrainte en le taillant en plein milieu de la roche? C'est totalement illogique et logistiquement cauchemardesque. On voit bien la largeur de l'outil. Je dis principal car il y a un autre obélisque, un obélisque secondaire dans la carrière d'Assouan, sur lequel nous voyons la suite du travail lorsqu'il consiste à creuser sous le futur mégalithe pour le désolidariser de la roche-mère. La largeur de l'outil est toujours la même, mais maintenant le mouvement est continu et creuse sous le granit. Quelques instants en immersion totale pour que vous puissiez vraiment voir ce dont il s'agit et, comme toujours, vous faire votre propre avis. Voilà les amis,
J'espère que vous avez autant aimé regarder cette vidéo que nous avons aimé la tourner en Égypte sous la chaleur d'Assouan. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao. Welcome to Alaska. Thank you. Where from? Good people. فين كنت عليكم الصعيدة هذا استفتحنا من الصباح ربنا
Welcome second home. Welcome this is Ferrari. Golik cheval, et même Lady Gaga. Lady Gaga. Comment t'appelles? Bon name. Shukran. Comment t'appelles? Huda. Bon name. Comment t'appelles, man? Shomar. Bon name. Non, Mohamed.
ventilation. La tombe, elle appartient à ceux qui voient dans le mille. Tu sais, on va. Ah, ouais, voilà. Ça, L'anime d'échec.
dernières années.
Eh, tu peux dire merci, gars. Hein. L'histoire du sphinx de Gizeh et les secrets qu'il renferme sont encore loin d'avoir été percés. C'est ainsi que son mythe nourrit aussi bien les rêveurs aux aspirations poétiques que les esprits fermés prisonniers d'œillères historiques. Après avoir examiné et creusé sous le sphinx de 1925 à 1936, Émile Barrès découvrit un tunnel partant de la croupe du sphinx qu'il avait exploré avant que l'entrée n'en soit condamnée. Mais ce n'est pas tout, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui rappellera également les grandes informations à connaître concernant le sphinx. Le grand sphinx de Gizeh fut la première sculpture véritablement colossale jamais sculptée en Égypte ancienne. L'imposante statue composée du corps d'un lion et d'une tête d'homme est restée une merveille unique au cours des millénaires. Le grand sphinx est un emblème protecteur de l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est précisément cette aura de mystère qui entoure le sphinx qui a donné lieu à de nombreuses théories, histoires et mythes. Taillé dans le substrat rocheux du plateau de Gizeh, le grand sphinx monte la garde devant les 3 pyramides colossales que son regard précède. Regardant vers l'est, le grand sphinx de Gizeh mesure 73 mètres de long. La statue fait 20 mètres de haut pour 19 mètres de large à l'arrière. Cette statue mystérieuse est si ancienne que son visage était déjà ancien pour les Égyptiens eux-mêmes. Son âge exact est encore aujourd'hui un mystère. Cependant, il est communément admis que la statue ait été sculptée par les anciens Égyptiens de l'Ancien Empire, précisément pendant le règne du pharaon Khafre, le nom égyptien de Khéphren, entre 2558 et 2532 avant Jésus-Christ. Bien qu'il n'existe aucune preuve matérielle indiquant que Khafre en soit son constructeur, les égyptologues pensent que le visage de Khafre a été gravé sur le sphinx et que l'immense statue monolithique n'est pas plus ancienne que Khéphren ou sa pyramide. Mais de nombreux spécialistes ont tendance à être en désaccord avec cette idée, et certains ont même suggéré que nous puissions retracer les origines du sphinx à la fin de la dernière période glaciaire. Le grand sphinx symbolise le pouvoir, il symbolise également la renaissance et l'éternité. Mais le grand sphinx, sous la forme d'un lion, était aussi un symbole solaire que de nombreuses anciennes cultures du monde ont adopté. En Égypte, par exemple, la tête humaine taillée sur le corps d'un lion symboliserait le pouvoir et la puissance, le tout étant contrôlé par l'intelligence supérieure du souverain, le pharaon, identifié comme étant le gardien de l'ordre cosmique ou, comme les anciens Égyptiens l'appelaient, le grand sphinx définit le mystère de l'histoire comme aucune autre statue. Le corps massif du sphinx, malgré ses nombreuses marques et son usure, semble appartenir à une statue différente de celle de la tête. Il est dorénavant reconnu par les esprits honnêtes que les proportions du corps de lion ne correspondent pas à celles de la tête qui reste trop petite. Comme si dans un passé lointain, la tête du sphinx décrivait quelque chose de tout à fait différent. Le sphinx est si vieux que les restaurations de l'énorme statue ont commencé il y a déjà environ 3500 ans. Depuis lors, les travaux de restauration se sont poursuivis afin de préserver le sphinx pour les temps à venir. Et plus récemment, au XXe siècle, une restauration majeure du sphinx a eu lieu entre 1926 et 1988, rien que ça. Au sein de cette période, l'ingénieur français Émile Barrès, que nous mentionnions en début de vidéo, a étudié et restauré le sphinx pendant 11 années et a aussi consisté à diriger des fouilles autour et à l'intérieur de celle-ci à la recherche de pièces, de tunnels, de galeries éventuellement cachées, telles que les égyptologues du XIXe siècle pensaient pouvoir trouver. Aurait découvert un tunnel partant de la croupe du sphinx qu'il a exploré avant la condamnation de l'entrée. La stèle de Thoutmôsis, qui date de la première année de son règne, vers 1400 avant Jésus-Christ, a également contribué à notre compréhension du sphinx. Cette stèle représente l'imposante statue couchée sur un haut piédestal avec une porte à ses pieds. Cette porte
et ce qui a amené de nombreux auteurs et aventuriers à suggérer qu'il existe effectivement des chambres et des tunnels situés sous le Sphinx. Les égyptologues, par contre, disent que la porte est probablement un simple motif artistique, comme les centaines de fausses portes que l'on trouve partout en Égypte et à travers la planète. En 1977, une collaboration entre l'université Ain Shams du Caire et le SRI de Californie avait découvert plusieurs anomalies sous le Sphinx, à savoir que des chercheurs ont découvert une cavité ou un puits devant les pattes avant du Sphinx grâce à un sondage de résistivité réalisé par le SRI de Californie, ainsi que d'autres tests de sondage acoustique. Cette découverte bien connue aura fait germer l'imagination de personnes qui y verraient la présence de ce qu'ils appellent la bibliothèque de l'humanité, dans laquelle se cacheraient des écrits essentiels à la compréhension de l'Égypte ancienne et de notre passé ancien de manière plus générale. Et pour finir, en 1987, des scientifiques japonais ont étudié le Sphinx à l'aide de techniques de sondage électromagnétique. Ils ont découvert un tunnel sous le Sphinx sous sa partie nord, c'est-à-dire sa partie gauche, ou tout du moins une cavité suffisamment importante pour être détectée, ainsi qu'une poche d'eau sous la surface près de la patte sud, à ce moment-là la patte droite, et une autre cavité près de la patte arrière gauche du Sphinx. C'est ainsi, chers amis, que nous voyons donc que l'histoire du Sphinx et les secrets qu'il renferme sont encore loin, très loin, d'avoir été percés. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto